Minasan konnichiwa, Rakodes. Et aujourd'hui, on va parler du premier long métrage d'animation de l'histoire japonaise. Momotaro, le divin soldat de la mer. Un animé avec des animaux tout mignons qui font la guerre contre les Américains dans une œuvre de propagande commandée par la marine impériale. Mais dites-moi, monsieur Rako, on parle bien du premier long métrage d'animation japonais. Mais quel est le premier animé de l'histoire? Eh bien, c'est une très bonne question, mon petit Timmy, à laquelle on n'a pas vraiment la réponse. Mais comment cela se fait-il? Eh bien, point de panique, un peu d'histoire, je vais vous expliquer. Mais avant cela, NordVPN! Vous voulez voir vos animés préférés, mais vous êtes bloqué par les géorestrictions? Mais comment faire, me direz-vous? Mais comment faire? Eh bien, grâce à NordVPN, vous pouvez choisir de vous connecter n'importe où dans le monde et de contourner ainsi ces géorestrictions. Un déplacement à l'étranger et impossible d'accéder à votre compte localement? Là encore, NordVPN est là pour vous et vous permet de vous reconnecter à votre pays d'origine pour profiter de votre compte. Camouflage activé. Oh, merci, super NordVPN! Je vais à présent pouvoir regarder Les Misérables avec Liam Neeson dans le rôle de Jean Valjean sur Netflix! Et oui, car grâce à NordVPN, vous pouvez accéder au catalogue international de Netflix et profiter entre autres des dernières sorties du moment, comme par exemple le dernier Spider-Man en vous connectant à un serveur américain. Et en ce moment et jusqu'au 9 janvier, vous pouvez obtenir jusqu'à 30 € de carte cadeau Amazon ainsi que 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans. Pour accéder à cette offre, un seul moyen, le lien en description. NordVPN, le meilleur des VPN. Je disais, il est généralement admis que la première sortie d'un animé dans un cinéma japonais date de 1917. Mais, faute d'informations qui sont trop peu nombreuses, une liste de divers concurrents se dispute le titre. Nous avons par exemple l'épée émoussée, le test de l'épée, ou encore la célèbre épée. Des thématiques originales et variées. Avant cela, les cinémas n'étant pas très répandus, il y avait ce qui était appelé des animations imprimées. Des dessins animés qui, eux, étaient regardables directement chez les quelques riches et privilégiés habitants qui possédaient des kinématographes ou cinématographes directement chez eux. La plus vieille de ces animations imprimées retrouvées jusqu'ici étant Katsudo Sanshin, ou littéralement film animé, un nom original aussi connu sous le nom de fragment de Matsumoto. Car tout ce qui nous en reste est 50 frames pour 3 secondes de contenu à 13 images par seconde. Un fragment trouvé en 2005 dans un vieux projecteur qui se trouvait à Kyoto. Sa date de création étant estimée entre 1905 et 1912. Katsudo Sanshin, dont voici l'incroyable lecture. Un chef-d'œuvre. A savoir que la conception de ce type d'animation était différente de l'animation dite traditionnelle. En fait, ici, les images et dessins n'étaient pas photographiés cadre par cadre, mais peints directement en noir et rouge sur la bande de 35 mm à l'aide d'un pochoir. Une fois peints, les extrémités de la bande étaient ensuite fixées en boucle pour permettre un visionnage au continu. Un peu à la manière d'un praxinoscope dans le principe, ou encore du plus avancé théâtre optique, qui lui cependant s'affranchissait du loop. Bref, ce qui fait donc entre 1905 et 1917, selon comment on considère l'animé, il y a plusieurs concurrents qui prétendent à ce titre. Mais si l'on remonte avant cela encore, nous avions ce que l'on appelle les emaki ou emakimono, littéralement rouleaux peints, qui eux remontent aussi loin que le 8e siècle sous la période Nara. Copiés sur leurs voisins chinois qui utilisaient déjà le même procédé, le principe était en fait celui d'un très grand rouleau peint à la main, qui, lorsqu'on le déroulait, racontait en fait une histoire au fur et à mesure. Se déroulant de droite à gauche, on utilisait chaque main pour dérouler et réenrouler en même temps, et maintenir ainsi l'effet de mouvement. Ça rime. Ici en vidéo, vous avez un exemple moderne du fonctionnement. Donc si en soi on considère que c'est de l'animation, ça fait beaucoup de prétendants. Tout ça pour arriver à la conclusion de mon introduction à la question quel est le premier animé? Et selon la définition qu'on en donne, on sait pas. Bref, mais avançons un peu dans le temps pour arriver en 1918 avec l'arrivée du premier animé sur le personnage de Momotaro. Mais qui est Momotaro, me direz-vous, mon cher Rak? Eh bien, personnage du folklore japonais datant au moins de l'époque d'Edo, soit de 1600 à 1868, sacrée fourchette, dont on peut traduire le nom par garçon pêche, mais que fait Princesse Mario, qui vit diverses aventures, comme par exemple la libération de l'île d'Onigashima, contrôlée par des Oni, des démons. Ce dernier, qui était alors déjà très populaire chez les enfants, via ses nombreux livres et œuvres parlant de sa légende, équivalent au niveau popularité d'un Pinocchio ou d'un Peter Pan chez nous par exemple, pour donner une comparaison, était en plus de cela aussi devenu populaire chez les adultes depuis quelques années, ce grâce au gouvernement japonais. Gouvernement japonais qui s'était en fait approprié le personnage et sa légende pour s'en servir à des fins de propagande à partir du 19e siècle. Notamment lors de la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895,
puis par la suite face au succès de cette propagande au XXe siècle lors du conflit russo-japonais de 1904 à 1905. Ce avec un Momotaro défendant le Japon contre les Oni qui, provenant du Nord, représentaient très subtilement les Russes. Bref, Momotaro, c'est donc à ce moment-là un personnage très populaire et très présent au Japon, et qui, via l'arrivée de ce nouveau format qu'est le cinéma, va avoir le droit dès lors à ses propres animés, chacun livrant son interprétation de sa légende. Sa popularité n'a d'ailleurs jamais réellement faibli au passage, avec des interprétations modernes de nos jours, comme par exemple celle de One Piece. Spoil. Mais l'interprétation qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle sortie en 1945. Momotaro, le divin soldat de la mer, aussi connu sous le nom de Momotaro Marin Sacré. Car cette interprétation a quelque chose de particulier, il s'agit du premier long métrage d'animation japonais de l'histoire. Commandé par le ministère de la Marine impériale japonaise, le personnage ayant déjà fait ses preuves, ce film, réalisé en 1944, fait en fait suite à Momotaro l'aigle des mers, un film de 37 minutes sorti quant à lui en 1943. Donc j'en avais déjà parlé brièvement dans d'autres vidéos, ces versions de Momotaro, ce sont en fait un petit peu les précurseurs de écureuils et hérissons en Corée du Nord. Donc en gros, on a des petits animaux tout mignons qui sortent leurs mitraillettes et leurs baïonnettes pour aller faire la guerre avec principalement dans le viseur l'Amérique. Mais vu que c'est des petits animaux, ça passe, tu vois, ça c'est du public, tout ça. Je sais de quoi je parle, regardez mon avatar. Réalisé tous les deux par Mitsuyo Seo, le premier film, pour résumer très brièvement, était en fait un moyen métrage qui racontait grossièrement l'attaque de Pearl Harbor, afin de glorifier et justifier cette attaque et cette victoire pour le Japon. Pour ce faire, le film reprenait en fait l'histoire fictive de l'attaque de l'île de Nagashima par Momotaro, ce afin de la libérer du joug des Oni. Ici donc les Américains, caricaturés évidemment sous les pires traits possibles, afin de les associer à ces démons. Le principal soldat américain et ennemi du film, représenté comme un idiot doublé d'un lâche, n'étant pour sa part pas moins qu'un plagiat de Bluto, aussi appelé Brutus, le méchant dans la série Popeye. Oui, c'est qu'ils allaient pas avoir un procès pour son utilisation. Popeye d'ailleurs que l'on voit en compagnie de Betty Boop sur l'affiche officielle du film, mais qu'on ne voit pas dans le film, c'est juste pour faire vendre. Bref, l'animé se concluant donc par la réédition des Américains et l'île bombardée encore fumante, tandis que les animaux pilotes, victorieux, retournent sur leur porte-avions pour célébrer cette victoire. Un film donc avec des gros moyens investis et qui rencontra un fort succès, et qui fit donc face à ce succès que la marine metta en chantier un deuxième film. Une suite qui allait cette fois-ci être 2 fois plus longue pour devenir pas moins que le premier long métrage de l'histoire du pays avec ses 1h13. Pour inspirer le réalisateur dans sa nouvelle création, le ministère de la Marine prit les devants et montra à ce dernier le film Fantasia de Walt Disney sorti en 1940. Une inspiration que l'on retrouve d'une part dans la qualité des animations, des personnages étant d'ailleurs même suranimés par moments, ainsi que par ses nombreuses séquences musicales, mais une inspiration de Walt Disney qui fit aussi que le réalisateur, selon ses propres propos, tenta de faire rêver les enfants tout en leur communiquant un espoir de paix malgré que son film fut commandé par l'armée. Ce que l'on voit, enfin ce que je pense voir à plusieurs reprises dans le film, notamment avec l'idée d'une victoire définitive entraînant la fin de la guerre. Bon en vrai je sais pas trop où est-ce qu'il a vu que ça parlait de paix dans Fantasia, mais... Ceci étant dit, l'un des buts majeurs des œuvres de propagande est entre autres de faire espérer un monde considéré comme idéal à ses spectateurs. Un monde idéal car les nations et idéologies ennemies à la propagande sont des faits, chose permettant ainsi selon celle-ci d'être en paix. Donc en soi, chose que l'animé fait bel et bien ici, et qu'il fait d'ailleurs de manière globalement plus subtile et qualitative, si je peux employer le mot, que la plupart des dessins animés américains anti-japonais de l'époque. Ce dernier étant un peu la réponse à toutes ces œuvres. L'anti-Popeye, l'anti-Disney, l'anti-Warner, bref, l'anti-américain. Tandis que les Américains vont user majoritairement de la carte des cartoons et de l'humour, avec des séquences qui s'enchaînent avec rapidité et du grotesque, cet animé, lui, va plus user de la carte de la poésie. Bon, en vrai, je sais pas quel mot employer, mais c'est ce qui me vient le plus en tête. Avec par exemple des longues séquences, des séquences posées et des séquences contemplatives, voulant inciter à la réflexion. Somme toute, une version romantisée de la guerre. Bon, sauf pour ces dernières minutes où là, il y a un retour assez brutal à la réalité, dirons-nous. Bref, très impressionnant donc pour un animé lors de sa sortie, probablement d'ailleurs techniquement ce que le Japon avait produit de mieux à ce moment-là, le film ne manqua pas de marquer ses spectateurs, dont entre autres le jeune Osamu Tezuka, qui porte le titre de père du manga. C'est le gars qui a fait Astro Boy et Kimball le lion blanc, et dont j'ai écorché le nom, qui, ayant vu ce film durant la guerre, a déclaré qu'il avait été tellement impressionné et ému lors de son visionnage à l'époque
qu'il avait voulu devenir animateur pendant un temps suite à cela. Mais alors pourquoi le film, malgré tout cela, a largement sombré dans l'oubli et est aujourd'hui si peu connu? Eh bien tout simplement à cause de son aspect de propagande. Le film, sorti le 12 avril 1945, est sorti quelques mois avant la défaite du Japon et la fin de la guerre, ce qui a rendu très vite celui-ci désuet. Retiré des cinémas, il a de plus pendant longtemps été cru que l'armée américaine avait confisqué et brûlé toutes les copies. Vrai ou non, il faudra attendre près de 38 ans avant qu'une copie négative ne soit retrouvée dans un entrepôt en 1983, permettant au film d'être redécouvert et à nouveau visionné, et de retrouver ainsi sa place dans l'histoire de l'animation. Donc le film, tout commence sur un plan du mont Fuji avec des petits animaux de la marine qui reviennent chez eux en chanson. Ces derniers retrouvant leur famille, dont celle de notre héros, Momotaro. Momotaro qui raconte à son petit frère, Santa, ainsi qu'à ses potes, à quel point la marine c'est trop génial, et que loin de faire du bateau, ils font aussi de l'avion. Et je leur ai bien sûr largué une bombe. Voilà, donc si vous aviez pas compris le message du film, c'est engagez-vous les jeunes. Après ce passage, on retrouve le petit Santa un peu farceur qui a piqué la casquette de son frère. Et qui tombe alors à l'eau et se fait emporter par la rivière. Prévenu par les petits oiseaux, Momotaro court à sa rescousse avec les autres animaux, fait un flip avec le chat et saute de la falaise pour nager comme un dauphin avant d'activer ses bras moteurs pour repêcher son frère pris dans un tourbillon juste avant que ce dernier ne soit emporté par la chute d'eau. Les autres animaux arrivant sur place, les aidant à remonter en haut de la falaise. L'occasion donc de montrer la solidarité entre ces derniers, et plus généralement de montrer la solidarité qui règne au Japon avec ses habitants, prêts à s'entraider en cas d'épreuve, ici en temps de guerre, lors de la sortie du film. Ou alors je surinterprète. Anyway, non transition, on se retrouve alors à la maison des samouraïs des ours, où ceux-ci hissent fièrement leur drapeau poisson. Alors ça existe vraiment pour le coup, ça s'appelle un koinobori, ou littéralement banderole de carpe, et elles sont hissées lors du Tango no Seku, je ne parle pas japonais, à la toute base une cérémonie impériale qui est devenue un événement censé éloigner les mauvais esprits pour les jeunes samouraïs lors de la période Kamakura, période durant laquelle les samouraïs ont pris le pouvoir, donc ils ont adapté la fête, puis de fil en baguette c'est devenu plus globalement la fête des garçons, avant de devenir enfin la fête nationale des enfants 3 ans après la sortie du film en 1948. Je me suis légèrement écarté. Bref, drapeau et carpe symbolisant donc la jeunesse masculine au moment de la sortie du film que nos deux héros admirent, en regardant le vent souffler dans les champs de pissenlit. Momotaro perdant de nouveau sa casquette que le petit Santa s'empresse d'aller chercher, tandis qu'il subit un stress post-traumatique avec la voix des ordres qui résonne dans sa tête. Non, sérieux, cette scène représente-t-elle les ravages de la guerre sur l'homme et les PTSD? Ou c'est juste de la nostalgie? Non, sérieux, vraie question. Alors je ne sais pas quel était le message qu'a voulu faire passer le réalisateur, mais si c'est ça, c'est certainement la séquence la plus intéressante du film. Bref, Santa lui ramène finalement sa casquette et fondu au noir pour la deuxième partie du film. Nous nous retrouvons alors sur une île japonaise farouchement gardée par des petits lapins marins à l'affût. Ces derniers, sous l'influence de Fantasia, se mettant à construire en chanson une piste d'atterrissage pour l'arrivée de nos héros et pilotes. Une chanson nationaliste, il va sans dire, avec un gros plan sur le drapeau flottant. Nos pilotes, accompagnés d'un général humain, arrivant sur la piste toute neuve et étant accueillis sous les louanges de nos animaux soldats. Musique de propagande s'en suivant, et ça parle même de fruits.
Anyway, c'est l'heure de la classe. Ouais, bah va apprendre à un crocodile et des naziks à parler japonais, toi. Les naziks, c'est les singes. Un nouveau passage musical s'en suivant, avec cette fois-ci des kangourous faisant le linge et des singes lustrant des mitrailleuses. Bah attends, comment ça des kangourous? Mais le courrier arrive alors de la bouche du pélican. Nos marins recevant vivres et nouvelles de leur famille, l'occasion pour l'animé de nous montrer la vie courante des soldats en garnison, mais au même moment, et sans chanson, l'ennemi est aperçu. Un avion envoyé en éclaireur depuis la base, rapportant que ce dernier se trouve sur une île voisine. Île que nos animaux vont tenter de récupérer. Un discours légèrement patriotique du général s'en suivant. Ce combat sera le dernier bien sûr, hein, un grand classique et j'en passe. Mais avant de passer au troisième acte et la scène finale de la reprise de l'île, le film nous fait alors un petit passage historique sur l'histoire du royaume de Gowa, ainsi que de son roi qui perd l'île de Célèbes au profit des Néerlandais. Enfin, de l'homme blanc selon le film, bien que la pièce montrée à l'écran ne trompe pas concernant la nation. Homme blanc qui, rencontrant le roi pour la première fois et lui promettant de lui faire partager des richesses du monde, se retourne en fait contre lui, ces derniers hissant un drapeau pirate et trahissant ainsi la confiance du roi, pour y imposer leur propre domination par la force. Dans la réalité historique, les premiers Européens à découvrir l'île furent les Portugais en 1525. Portugais qui ont pris le contrôle commercial de la région en collaborant avec le royaume de Gowa. Plus d'un siècle plus tard cependant, les Néerlandais ont voulu à leur tour prendre le contrôle commercial de la région. Donc pour ce faire, ils ne se sont pas pris la tête, ils ont pris une flotte de 31 vaisseaux, ont attaqué Gowa et bloqué le port principal de l'île, et détruit les navires portugais qui se trouvaient là, forçant le roi local, enfin le sultan, à signer la paix et à leur concéder le contrôle du commerce. Sauf que le royaume de Gowa se refusa à appliquer la loi néerlandaise. En conséquence, ces derniers lancèrent une expédition maritime contre Goa en 1666, doublée d'un assaut terrestre. Un assaut terrestre aidé par un nouvel allié, un ancien vassal du royaume de Goa, le prince Arung Palaka du royaume de Bon. Aussi connu sous son petit nom complet, sous le nom de Latenrintata Toapatunru Daeng Serong Datu Mario Riwawo Arung Palaka Malempi Gamekna Peta Tori Sompae Matinore Rimbontoala. Bon, j'ai sûrement oublié des syllabes. L'expédition n'a pas été un succès total, et il a fallu une deuxième campagne militaire hollandaise en 1669 pour que le royaume de Goa soit finalement défait. Le prince Arung Palaka a pris le titre de souverain de Bon, et est devenu le prince le plus puissant du sud de l'île, à la place de Goa, et a ainsi permis aux Hollandais de commercer. Sauf que les conflits vont continuer durant les siècles suivants entre les Néerlandais, les autres puissances européennes et les locaux afin de prendre le contrôle de l'île avec le jeu des alliances et mésalliances. Alliances et mésalliances qui feront d'ailleurs ironiquement que les Néerlandais s'allieront avec le royaume de Goa contre le royaume de Bon, qu'ils défairont en 1825. Et en 1905, après tous ces siècles de conflits, le grand gagnant de ce battle royal sera finalement les Indes orientales néerlandaises, qui prendront le contrôle cette fois-ci total de l'île.
Donc tout ça pour dire que c'était une sacrée pagaille dans la réalité, et qu'avec le jeu des alliances et mésalliances, tant les Européens que les locaux se sont battus pour s'accaparer du pouvoir de l'île. La version que nous livre le film servant en fait avant tout à expliquer et justifier l'expansion japonaise au moment de la sortie du film, en montrant que le Japon est un libérateur de l'Asie qui est sous l'emprise des Européens, des Occidentaux, enfin bref, des étrangers. Évidemment, jamais au monde, le film ne se tâchera de mentionner les divers massacres commis par les Japonais eux-mêmes. Et rappelons bien sûr que l'inverse est tout aussi valable pour les Américains, ce qui aurait quand même été très stupide pour une œuvre de propagande. D'ailleurs, fait amusant, la bataille de Manado, une offensive qui a eu lieu sur l'île de Célèbes du 11 au 12 janvier 1942 afin de prendre le contrôle de cette dernière, est la première attaque japonaise de l'histoire où des parachutistes japonais furent déployés, chose que nos animaux font dans le film. Coïncidence? Je ne pense pas. Tout comme le film précédent célébrait l'attaque de Pearl Harbor, ce film célébrait probablement quant à lui cette attaque. Ce passage justificatif étant donné, les animaux partent donc à la conquête de l'île. Après avoir traversé une tempête en avion pour retrouver la lumière du soleil, toute une symbolique, ces derniers sautent de l'avion sur une petite musique. Et c'est parti pour 7 minutes d'ultra-violence. Atterrissant au sol, ces derniers se font mitrailler par les Américains, le général manquant d'y perdre un bras. Montant en toute hâte leur artillerie parachutée avec eux, nos Japanimaux bombardent le bunker américain avant de lancer des grenades sur celui-ci et de charger au sabre. Mais c'était sans compter sur les doubleurs anglais qui s'apprêtent à mitrailler ces derniers au sein de leur char. Sauf que les animaux lancent une grenade qui immobilise celui-ci et leur permettent d'aller empaler ses occupants à la baïonnette. Nous rappelons bien sûr que cet animé est destiné aux enfants. Les bâtiments américains s'effondrent, un archi-cri de terreur et assaut des bisounours, baïonnettes, drapeaux et sabres à la main sur une musique héroïque. En vrai, c'est presque cartoonesque, je sais pas trop la vibe, c'est bizarre. C'est un peu comme si soudainement on voulait montrer la réalité de la guerre. Le ton change par rapport au reste du film. Les Américains, défaits, se rendent donc. Aucune caricature bien sûr, il y a même Popeye et ses épinards qui ne lui servent à rien en caméo. Et on a des plans sur l'armement japonais surpuissant auxquels les Américains n'auront su faire face. Ceux-ci tremblants, essayant encore d'user de ruse, histoire de bien renforcer le cliché que ce sont des lâches sans honneur, mais ils se rendent finalement sans condition face à la nouvelle menace d'une attaque japonaise. Après ce trucide général, le film nous retransportons alors au village du début, où l'on voit les jeunes animaux, dont Santa, s'entraîner sur une petite musique à faire semblant de sauter en parachute depuis un arbre sur l'Amérique dessinée au sol. Bref, la nouvelle génération est déjà là, prête à prendre le relais, et ce dernier, écrasant l'Amérique, s'en va rejoindre ses amis en courant vers le mont Fuji, vers lequel apparaît un The End, mais en japonais. Ah, c'était tout en subtilité. Alors, Momotaro, au final, bon film? Et bien malgré son âge, en vrai ça se laisse 100% voir. On n'est pas au niveau d'un classique de Disney non plus, hein, mais en soi, oui, c'est un bon film. Ce qui le rend d'ailleurs un peu flippant et dangereux, car la propagande est bien là. Ce dernier étant d'ailleurs probablement l'un des meilleurs dessins animés de la Seconde Guerre mondiale à cet exercice. Enfin, du moins de ceux que j'ai pu voir jusqu'ici. Bon, parfois ça reste quand même assez lourd, hein, et même involontairement drôle pour nous aujourd'hui bien sûr, mais parfois c'est beaucoup plus subtil. Et remis dans le contexte de l'époque, du Japon militariste, je comprends très bien qu'il ait dû en marquer et inspirer plus d'un, notamment chez les jeunes. Je lui donne donc 5 racos sur une chute de Berlin. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo qui était très longue à faire une fois de plus. Si vous avez apprécié, vous pouvez financer mon travail via Tipeee ou en achetant des trucs sur ma boutique. Et quant à moi, je vous donne donc rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas la manquer, ainsi qu'à faire un tour sur ma chaîne secondaire et à vous abonner aussi pour aider mon ego.